On le sait, l'homme de Cro-Magnon n'allait pas au restaurant. Est-ce qu'il se nourrissait mieux pour autant? Eh bien, c'est ce que prétend Fabien Delcourt, qui est avec nous et qui pratique l'alimentation paléolithique. Est-ce un régime de plus ou un art de vivre? Eh bien, nous le saurons dans quelques instants. Et nous resterons à l'ère paléolithique avec Marc Brucker qui va nous emmener 400 000 ans en arrière. Bonjour Marc, vous êtes en direct du musée d'archéologie Terra Mata à Nice, un musée qui est mondialement connu et qui vient d'être complètement rénové. Et oui, et vous le disiez Laurence, il y a 400 000 ans, sur ces lieux mêmes, les hommes commençaient à domestiquer le feu. Nous sommes dans le quartier du port à Nice et nous reviendrons sur ce musée archéologique Terra Amata, Terre aimée, dans quelques instants avec son conservateur qui est à mes côtés, Bertrand Roussel. À tout à l'heure. Retour au XXIe siècle, au siècle de la lumière. De plus en plus de consommateurs refusent aujourd'hui l'énergie nucléaire et optent pour l'énergie verte. Est-ce plus ou moins cher? Quel est l'intérêt à changer de fournisseur? Éric de Horter, qui est là, va nous éclairer sur la question. Je vous expliquerai, il vous reste 2 jours pour faire baisser vos factures d'énergie. Je vous explique pourquoi et comment tout à l'heure. On a hâte de le savoir. Est-ce que l'amour s'inscrit dans la durée lui aussi? Qu'est-ce qui se passe dans notre cerveau quand on est amoureux? Isabelle Delmas, notre psychanalyste, nous le dira dans un instant. Et puis nous serons en compagnie de Julia Palombe, écrivain, chanteuse engagée qui défend la liberté, l'égalité, les sexualités. Julia Palombe propose de remettre de la joie dans nos vies avec un manifeste qui nous dit « tous au lit citoyen ». Et puis elle a aussi écrit et elle chante. Vous verrez le clip de Julia Palombe dans un instant. Eh bien, nous allons parler des nourritures terrestres. Parlons régime avec vous, Fabien Delcourt, qui défendait le régime paléolithique. Alors, notre époque est sous régime. On n'arrête pas de parler de différents régimes. La dictature des modes alimentaires, régime végétarien, vegan, sans gluten et j'en passe. Alors vous, eh bien, vous prétendez qu'à l'âge de pierre, on se nourrissait mieux qu'aujourd'hui? Absolument. Dites-nous. Absolument, pendant des millions d'années, on a vraiment adopté un mode de vie, mais naturellement, c'était la survie, c'était la chasse, la cueillette, voilà. La pêche. Alors, est-ce qu'il faut redevenir chasseur-cueilleur pour bien se nourrir aujourd'hui? C'est ce que vous proposez? Non, parce qu'on a de la chance aujourd'hui d'avoir pléthore de choix dans nos supermarchés avec les paysans. On a une abondance alimentaire telle qu'on a la possibilité de manger des trucs tout préparés, des trucs qui ne nécessitent aucune préparation. Mais l'idée, c'est de prendre le mode de vie d'avant et de l'adapter à notre société moderne. Aujourd'hui. Oui, exactement. Bon, alors, ce n'est pas possible de manger comme avant, puisque les aliments ne sont plus les mêmes. Évidemment. Alors, qu'est-ce qui était bon dans ce régime? Est-ce que c'est parce qu'il est hyper protéiné, sachant que donc il vivait de la chasse et de la cueillette et qu'il n'y avait pas d'élevage, donc pas de lait? Ce qui était le mieux dans ce régime-là, enfin dans ce mode alimentaire, c'est la présence d'aliments très denses nutritionnellement. Beaucoup de légumes, beaucoup de fruits, des tubercules, de la viande de qualité, de pâturage, et non pas élevée aux céréales. Et pareil avec les poissons qui étaient sauvages et non d'élevage, parce que ça change tout. Pour autant, l'homme de Cro-Magnon vivait jusqu'à 30 ans seulement. C'est une des croyances qu'on pense effectivement, mais la mortalité infantile était énorme, ce qui a baissé considérablement la moyenne de vie. Le fait est que à partir de 40-50 ans, on sait qu'il pouvait vivre jusqu'à plus de 70 ans, sans aucun problème, parce qu'il n'y avait pas, comme aujourd'hui, les médicaments, les opérations d'urgence, mais à l'inverse, c'était plus les tigres et les animaux sauvages, parce qu'on était loin d'être les plus forts dans la nature. Et c'est ça qui nous tuait. C'était pas les maladies chroniques telles que les AVC, cancer, diabète, qui n'existaient absolument pas et qui n'existent pas dans les tribus de chasseurs-cueilleurs modernes. Bon, Fabien Delcourt, vous êtes blogueur, vous avez un blog qui explique en détail le régime paléolithique pour ceux qui aimeraient l'adopter. Alors, il y a des artistes qui se sont inspirés de ce régime pour en faire une comédie surréaliste. Ils appellent ça une conférence dégustation parce qu'on déguste ce que font les artistes sur scène. C'est la compagnie des beaux parleurs. Regardez. La cuisine paléolithique, c'est la cuisine naturelle. Celle qui apparut dès le commencement par pur instinct, simple appétit entre l'homme et le monde, la nature des choses. La cuisine paléolithique est un recueil de recettes de Joseph Delteil. Ce spectacle de la compagnie Beauparleur, aussi surréaliste que l'auteur, en est inspiré. Il met en scène l'alimentation naturelle, chère à Joseph Delteil, et se moque aussi de la cuisine d'aujourd'hui, façon télé-réalité. Toutes les recettes présentées sur scène sont réellement inspirées de l'ouvrage et les mets offerts au public à l'issue de la représentation.
D'où le nom de conférence dégustation donné à ce spectacle, donné à l'origine dans la rue. L'idée, c'est de transmettre les recettes de Joseph Delteil au fur et à mesure et d'arriver au bout de cette conférence qui n'est pas gagnée. Car ici, tout est naturel, l'énergie pour éclairer le spectacle et chauffer les plats est produite sur scène, grâce aux engins de la compagnie Dynamogène. La cuisine paléolithique et autres conseils de Joseph Delteil est un spectacle drôle et authentique à consommer sans modération. Fabien Delcourt, donc c'est vous qui êtes en faveur de ce régime paléolithique qui consiste à bien manger essentiellement des protéines, donc c'est ce que vous nous disiez, mais c'est aussi un art de vivre, c'est-à-dire que ça va au-delà de l'alimentation. Quels sont les principes ? C'est vraiment un mode de vie global. Juste pour revenir, c'est pas que des protéines, loin de là, c'est une majorité végétale principalement. Bon. Mais il y a vraiment un mode de vie qui consiste à se rapprocher de la nature. Pour moi, il y a 6 piliers dont j'ai parlé dans une conférence que j'avais donnée sur Marseille, au Sofitel d'ailleurs. Et il y a plusieurs piliers. Il y a le minimalisme, la nature, l'économie qui nous vient du film Demain, qui consiste d'avoir des comportements qui sont bons pour la santé, pour la planète et pour notre portefeuille. Économie. Économie. Ça. Oui. C'est un livre. C'est-à-dire ? L'économie, c'est un mot valise entre économie et écologie. Voilà. Et donc ça consiste... c'est des comportements qu'on fait au quotidien qui vont être bons pour la planète, pour nous-mêmes, notre santé et notre portefeuille. Par exemple, acheter moins de plastique ou faire ses cosmétiques soi-même. Parce que ça va avoir un avantage sur tous ces domaines-là. Tout à fait. Alors vous êtes auteur on parlait de Joseph Delteil, qui est l'auteur d'un livre, c'est pas vous, sur la cuisine paléolithique. En son temps, c'était un grand écrivain français, le seul écrivain français paléolithique. Ça existe, grâce à vous, j'ai découvert. C'était un anticonformiste, auteur d'un livre sur la cuisine naturelle, dont cette compagnie théâtrale s'est inspirée pour faire ce spectacle. Est-ce que, aujourd'hui, on adapte, comme vous l'avez dit, ce concept à la vie d'aujourd'hui? C'est pas un peu monotone quand même comme régime? Mais non, au contraire, il y a énormément de variétés. Puisque lorsqu'on enlève les aliments qu'on mange tout le temps, la farine de blé, le riz, les pizzas, le pain, qui sont au final toujours la même chose, le blé, et quand on redécouvre la vraie diversité que nous propose notre environnement, il y a énormément de fruits et légumes. Allez en magasin bio et faites le test. Vous faites le test et en fait il y a énormément de choses qu'on ne consomme plus. C'est pas la peine de manger un steak cru comme on le voit sur ces images pour être paléolithique. Mode de vie donc naturel, c'est le message qu'on retient aujourd'hui. Vous avez un blog, Fabien Delcourt, Objectif Paléo, pour en savoir davantage avec un tiret si vous voulez. Et vous organisez régulièrement des conférences et puis vous avez aussi rédigé un livre électronique sur ce régime paléolithique, si vous êtes convaincu. Merci d'avoir été avec nous. Nous partons à Nice maintenant, rejoindre Marc Brucker en direct de ce très beau musée archéologique de Terra Amata, en compagnie du conservateur Bertrand Roussel, un très beau musée mondialement connu, puisque vous le disiez, il est situé à l'endroit où l'on a découvert les plus anciennes traces de maîtrise du feu par l'homme. Eh oui, imaginez-vous, Laurence, qu'il y a 400 000 ans maintenant, les premiers chasseurs humains, les chasseurs préhistoriques, découvraient le feu, installaient le premier foyer de l'humanité, ici même, à Terra Amata, sur ces lieux, près des plages, il y a donc 400 000 ans. Depuis, le musée a évolué. Le conservateur est à mes côtés, Bertrand Roussel. Il a été rénové, ce musée, complètement. Il a d'ailleurs fêté un double anniversaire, je le signale au passage. 50 ans de fouilles qui ont été lancées par le professeur éminent de Lumley et 40 ans d'ouverture du musée. Musée rénové, ère nouvelle. Absolument. Cette année, le musée rentre dans le 21e siècle. On l'a entièrement rénové, entièrement modifié. L'information a été mise au jour sur le plan scientifique, et puis la scénographie a été complètement rénovée. Alors derrière vous, on découvre l'un des 26 sols qui ont été découverts, des strates finalement de sol. C'est une maquette. C'est un moulage. C'est le moulage d'un des 26 sols archéologiques qui ont été mis au jour. Il date de 380 000 ans et il correspond, si vous voulez, à un sol d'occupation des hommes de Terra Amata. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment s'organisait cette vie, finalement, autour d'un foyer, autour du feu? Alors, ces hommes, bien sûr, ils étaient installés dans des cabanes. Les cabanes étaient centrées autour du foyer. Et ces hommes développaient leur activité, la taille de la pierre, les activités de boucherie, autour de ce foyer, au sein de leur campement. Ils étaient installés sur une plage. C'était déjà les premiers touristes niçois.
Alors on parlait de nourriture, de quoi se nourrissait-il à l'époque, il y a 380 000, 400 000 ans? Alors, il mangeait des choses un peu étonnantes, et puis des choses très classiques. Il mangeait du lapin, il mangeait du cerf, et puis des choses plus étonnantes comme de l'éléphant ou du rhinocéros. Il faut penser qu'il y avait à Nice des rhinocéros et des éléphants qui se baladaient il y a 400 000 et 380 000 ans. Est-ce que le professeur Delumlé a finalement trouvé sur ces sols, c'est quoi? Alors, il a mis au jour ces 26 sols d'occupation qui nous permettent de raconter le comportement, le mode de vie et l'environnement de ces hommes d'il y a 400 000 ans. Et cet environnement, qu'est-ce qui le caractérisait? Il n'y avait rien finalement, ils étaient face à la nature. Ah, complètement. Ils étaient face à la nature et ils étaient dans le cadre d'une nature de type méditerranéenne. C'était déjà un climat méditerranéen. Alors je disais 400 000 € tout de même dépensés pour la rénovation de ce musée. Il y a finalement à la fois peu et beaucoup d'objets retirés de ces fouilles, mais ce qui est important, c'est que les scolaires, les personnes qui vont pouvoir venir ici, découvrir ce musée archéologique, eh bien, vont être emmenés sur le mode 21e siècle dans l'interactivité. Absolument. Qu'est-ce qu'ils vont voir? Alors, ils vont découvrir de nombreuses vidéos, ils vont découvrir des slideshows, ils vont découvrir des dispositifs interactifs. Par exemple, on parlait du moulage. On a un dispositif interactif qui permet de découvrir les différentes parties du moulage, simplement avec le doigt, comme vous faites sur votre smartphone, et qui vous permet de comprendre ce que cet objet représente. On en saura un peu plus tout à l'heure, puisque nous recevrons en fait un docteur en paléontologie, en fait Madame Valency, Patricia Valency, qui nous expliquera peut-être qu'on aura une approche un peu plus scientifique de ce que c'est que ces hommes d'autrefois, ces hommes du foyer, les premiers foyers de l'humanité, leur mode de vie et aussi les objets dans le détail qu'on a retirés. Très volontiers. Merci beaucoup Marc Brucker et à tout à l'heure. C'est un voyage dans le temps aujourd'hui. Alors, retour au 21e siècle avec l'électricité. Il se passe le même phénomène dans le monde de l'électricité que dans celui du téléphone. Une grande diversité d'opérateurs propose des tarifs extrêmement différents. Pourquoi changer d'opérateur? Est-ce que ça coûte, quel est l'intérêt financier en tout cas? Eh bien, Éric de Horter va nous le dire, nous éclairer sur cette question. Mais tout de suite, on va partir dans une famille qui a choisi l'énergie verte, quitte à la payer plus cher. Regardez. Dans cette maison, la famille a quitté EDF au profit d'un concurrent plus vert. L'électricité qu'il fournit n'est pas d'origine nucléaire, mais provient de ressources 100% renouvelables, comme l'hydraulique, l'éolien, le photovoltaïque ou la biomasse. Pour eux, c'est un choix citoyen au quotidien. Le tarif est un petit peu plus élevé que chez EDF. Environ, on va dire, entre 10 et 15%. Donc c'est vrai qu'on va avoir tendance à prendre conscience qu'il faut maîtriser les énergies. Et du coup, ça c'est important parce qu'on va essayer de faire plus attention à notre consommation d'électricité, que ce soit en termes de chauffage, de lumière, d'éclairage, ou alors dans le choix des appareils ménagers, par exemple. Dans le foyer, aucun aménagement n'a été nécessaire, car quelle que soit l'origine de l'électricité, elle utilise le même réseau de distribution. En France, 76% de l'électricité vient du nucléaire, le reste de ressources renouvelables. Enercop à Marseille est une coopérative. Tout le monde peut devenir sociétaire de cette entreprise. Le fournisseur achète directement l'électricité à des producteurs locaux et indépendants. C'est vraiment une spécificité d'Enercop de faire ça. On a des contrats directs avec les producteurs. En majorité pour l'instant, des producteurs d'hydroélectricité. Donc c'est à peu près 85% de notre électricité. On a des producteurs partout en France. On a une centaine de producteurs aujourd'hui qui vendent leur électricité à Enercop. Et il y en a 9 qui sont dans la région PACA. En région PACA, on produit environ 20% de la consommation globale des clients Enercop. Donc ça correspond à peu près à la consommation de 8000 foyers. Éric de Horter, ça fait partie des fournisseurs multiples. Maintenant, on peut acheter son électricité, pas seulement à EDF. C'est ça, il y en a une dizaine à peu près maintenant sur le marché. Enercop, on l'a dit, c'est une société marseillaise. Ouais. Et aujourd'hui, ils ont à peu près 35 000 abonnés. Ils ont doublé leur nombre d'abonnés l'année dernière. Et effectivement, ce sont souvent des gens qui ont réfléchi un petit peu à leur consommation et qui se sont dit, je ne veux pas forcément payer moins cher, mais je veux pouvoir influer sur l'évolution du marché de l'électricité. Un choix citoyen. Oui, laisser des centrales nucléaires avec des déchets. En matière de développement durable, on distingue souvent le coût et le prix. Si je vous donne de la nourriture à bas prix, mais que vous tombez malade d'un cancer dans quelques années,
vous faites pas d'économie en réalité, ça va coûter très cher. Là, c'est un peu pareil. Ce sont des gens qui se disent, finalement, dans l'électricité, on n'intègre pas le coût des démantèlements des centrales, des déchets qu'il va falloir surveiller pendant des centaines de milliers d'années. J'ai envie d'agir différemment. Et là, quand on est chez Enercop, on devient actionnaire, on devient coopérateur. C'est pas une société, c'est une société coopérative, donc on a des parts et on participe au conseil d'administration et par exemple au financement de projets de petites coopératives d'électricité ici, qui vont créer de l'emploi non délocalisable chez nous. Et le service après-vente ? Est-ce qu'il est efficace? Mais c'est ça qui est génial aussi, c'est que quand là, moi, j'ai fait une autre expérience. Il y a une nouvelle société qui s'appelle Équateur. EKW, Équateur, pour jouer sur le... Bon, j'ai été bêta-testeur. Il y a une quinzaine de personnes et je participe à l'élaboration de l'interface puisque ça va se passer sur Internet. Et donc j'ai les gens au téléphone, c'est pas taper temps, étoile, 2, 3 et puis... Oui, mais enfin vous êtes dépanné ou pas? Parce que quand même EDF c'est 7 jours sur 7, jour et nuit, 24 heures sur 24. Ce qui est intéressant de savoir, c'est que de toute façon l'acheminement de l'électricité et du gaz ne change pas. Ouais. C'est toujours Enedis pour l'électricité, l'ancien ERDF, et c'est toujours GRDF pour le gaz. Donc si vous voulez, les rails sont les mêmes, c'est simplement que maintenant vous avez la possibilité de choisir de prendre un train ou un autre. C'est pas plus compliqué que ça. On voit les éoliennes là, donc ça c'est du développement durable. Il faut reparler donc de l'énergie. L'énergie verte, c'est quoi précisément? Alors c'est de l'énergie qui est renouvelable. Oui. Voilà, alors elle vient d'où? Donc soit de l'éolien, soit alors le photovoltaïque. Il y a eu un peu une bulle spéculative pendant un moment et du coup ça n'a pas bonne réputation. En réalité c'est faux. Par rapport à il y a 5 ans, un panneau solaire qui coûtait 1 000 €, aujourd'hui il en coûte 100. Donc, avec des aides de l'État en plus. Non, justement, c'est terminé les aides de l'État. Le marché a trouvé son propre équilibre et sa propre rentabilité maintenant. Donc, en réalité, l'électricité d'origine photovoltaïque, aujourd'hui, elle est moins chère que l'électricité d'origine nucléaire. Donc le marché va changer complètement dans les prochaines années. D'un côté, il va y avoir probablement des augmentations de prix, de l'autre des baisses, et c'est intéressant de suivre, comme on l'a fait avec le téléphone. Quand il a commencé à avoir plusieurs sociétés, on a commencé à dire « oh, c'est très compliqué », et puis finalement, maintenant, on passe d'une société à l'autre, on change, on reste un peu à l'écoute, on pose la question aux collègues et on se tient au courant. Le moins cher, c'est qui? Alors, ce qui est très intéressant, c'est que effectivement c'est compliqué. Je peux pas répondre comme ça, oui ou non. Et puis vous avez. Mais ce qui est intéressant, c'est de savoir s'il vous reste encore 2 jours. Que choisir à lancer depuis 3 ans une opération justement de l'énergie moins chère ensemble. Donc ce qui se propose de faire, c'est vous allez sur le site choisirensemble.fr, vous vous inscrivez, vous mettez vos consommations d'énergie de manière à ce qu'on sache un petit peu quel profil de client vous êtes. C'est très différent en fonction du lieu où vous êtes et du type de consommation. Et ensuite, eux, ils vont aller démarcher tout le monde. Et ils vont dire, voilà, nous, on va vous amener potentiellement tant de clients, vous nous faites quel prix, comment ça se passe, et dans 2 mois, il y aura le résultat de la consultation. On va vous envoyer un contrat avec des conditions où que choisir aura tout épluché, alors que vous savez très bien que quand vous avez les conditions d'utilisation, en général, vous cliquez et puis vous n'avez pas lu les 10 pages de clauses. Là, ils l'auront fait pour vous et ils vous proposeront le meilleur rapport qualité-prix. Ensuite, à vous de choisir. Ils l'avaient déjà fait depuis 3 ans. Ils le font. Cette fois-ci, ils le font comme une étude pour de le gaz et pour l'électricité. Oui. Et puis après, vous pouvez vous-même, il y a plein de sites internet qui vous proposent de calculer, de faire des simulations. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, on ne peut pas répondre de manière brute comme ça. Qu'est-ce qui est le moins cher? Tout dépend de votre situation. Merci quand même. Il faut savoir aussi, je me suis renseignée avant que vous ne veniez, qu'EDF est quand même le fournisseur historique qui inclut depuis longtemps une proportion importante d'énergie, d'électricité issue d'énergie renouvelable. Merci. 25%.